Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Aujourd'hui, 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause et comme chaque année, c'est l'occasion de lever un coin de voile sur cette étape importante de la vie d'une femme qui parfois représente une véritable épreuve. Et puis le Bénin dispose désormais d'un manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire, un document de référence qui présente une variété d'outils techniques pour la tenue d'une classe composée d'apprenants handicapés et non handicapés. Enfin, le mois du consommant local se poursuit avec la valorisation du Made in Bénin, en l'occurrence des motifs et designs qu'on retrouve parfois sur les tenues africaines et qui fascinent de nombreux Béninois. On démarre par ce phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez les femmes. C'est la ménopause. Elle survient généralement autour de 50 ans. C'est une expérience qui est propre à chaque femme et qui s'accompagne fréquemment de divers symptômes qui peuvent affecter la qualité de la vie de la femme. En ce 18 octobre, journée mondiale de la ménopause, on s'intéresse à ce que c'est que la ménopause et à ses impacts sur la vie de la femme. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure leur plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes, car souvent considérée comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatério. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation, il y a des épisodes de transpiration excessive qui s'alternent avec les bouffées de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est une étape physiologique, ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, quand elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période, même après la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. Instruction, socialisation et autonomisation. Telles sont là les missions de l'école, lieu où se retrouvent aussi bien les enfants en situation de handicap que les enfants non handicapés. Et pour enseigner ces deux groupes d'apprenants et être certain d'avoir des résultats encourageants, il faut un enseignement adapté à chaque type de handicap. Chose que propose le manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire, un outil élaboré dans le but d'optimiser l'égalité des chances. De quoi s'agit-il exactement? Rodrigue Babagbeto nous parle de ce manuel.
Si Édouard entre dans cette salle ce matin, c'est pour une déclamation poétique, une activité à laquelle il s'adonne souvent quand on le sollicite, et aujourd'hui, il choisit de la solder par une chansonnette. Pourtant, ce socio-anthropologue de formation est bien handicapé visuel et son parcours scolaire tout aussi atypique. Tout mon cursus scolaire, je l'ai fait dans le centre des aveugles où il n'y a que des personnes aveugles. À partir du collège, j'ai été intégré au collège Segbeya où j'ai eu la chance et la grâce de pratiquer la vie avec mes camarades voyants. Et moi, ça m'a beaucoup aidé et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une chance qui n'est pas commune à tous ces pères vivant en situation de handicap, qu'ils soient de sa génération ou de celle d'après. Le bilan fait sur le plan national depuis au moins une décennie a montré qu'en matière, le système éducatif béninois n'est pas suffisamment inclusif. Et le cas des personnes en situation de handicap est beaucoup plus frappant. Les enfants en situation de handicap sont en effet souvent relégués au second rang au profit de ceux dits normaux. Une injustice criarde qui ne cadre aucunement avec les objectifs de développement durable, au nombre desquels l'ODD 4 qui prône une éducation de qualité sur un même pied d'égalité à tous les enfants. Pour corriger le tir, le Bénin, en partenariat avec Handicap International, trouve comme solution ce manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques en inclusion scolaire, un document de 111 pages pour trouver l'orientation qu'il faut afin de dispenser des cours adaptés à chaque type de handicap. C'est un manuel qui devrait être utilisé dans les écoles et centres de formation de formateurs, dont notamment les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales supérieures. Et quand il faut se prononcer sur ce chef-d'œuvre, les acteurs du système éducatif n'ont que des impressions de satisfaction. Depuis que nous avons été associés à cette forme d'éducation, nous n'avons pas de document d'accompagnement. Nous nous jetions à l'eau autant qu'on pouvait, pour mettre en œuvre cette forme d'éducation. Mais aujourd'hui que ce manuel est arrivé, c'est un soulagement pour nous autres enseignants impliqués dans l'éducation inclusive. C'est le tout premier document qui, en termes de pédagogie, qui donne des informations de telle manière que l'enseignant puisse tenir compte des caractéristiques ou des besoins spécifiques de chaque enfant de sa classe. L'éducation pour tous est désormais une réalité si ce manuel est mis en œuvre et pratiqué vraiment. Le bréviaire ainsi présenté, la balle est à présent dans le camp des enseignants pour une éducation inclusive de qualité dont le Bénin a fait le choix à travers son plan d'éducation sectorielle post-2015 qui prend fin en 2030. Et on parle à présent du secteur du bâtiment qui dégage à lui seul 39% des émissions de CO2 liées à l'énergie. Une menace donc pour l'environnement et pour l'écosystème. Et pour pallier ce risque, certains experts préconisent les pailles de riz dans la construction. Quel avantage donc à utiliser les pailles de riz pour la construction de nos maisons? Christian Adadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire dans cet élément. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz, incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux.
Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. On s'intéresse à présent au consommant local et plus précisément à la confection des tenues au design et aux motifs ancrés dans la tradition. À Cotonou et comme dans certaines localités du pays, de nombreux Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues d'inspiration africaine ont la cote. Stanislas Linkman nous en dit un peu plus. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a un genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pense seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous avez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Et voilà qui met un terme à ce 19h45. Merci de votre aimable attention. Cette édition, vous pouvez la suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de week-end à toutes et à tous.